remercie. Je voudrais remercier aussi les organisateurs de m'avoir invité. Je voudrais revenir, alors le temps est limité, donc c'est plutôt à partir de ce qui a été débattu cet après-midi que je vais intervenir sur ces questions de sécurité nationale et de protection de données. Je voudrais préciser certains points, c'est que les sanctions extraterritoriales américaines et l'indépendance des États ne sont pas les seuls aspects de mise en cause de l'indépendance des États. Vous avez parlé, monsieur, du dollar. Vous avez dit qu'il n'y a pas de concurrent pour l'instant du dollar. Moi, je poserai la question à qui profite le crime lorsque vous voyez les chocs pétroliers de 1974 ou la crise de 2008, à un moment où, en 2008, par exemple, l'euro représentait à peu près 30% des réserves ou des échanges mondiaux. Et donc, il y avait une crainte pour les États-Unis que l'euro devienne une monnaie concurrente. Et je vous rappelle la guerre des monnaies qui a existé dans les années 20 entre trois monnaies. Et on se retrouverait aujourd'hui, si l'euro n'avait pas été chahuté en 2008, dans une insécurité monétaire. Je ne sais pas si il faut se réjouir de la primauté du dollar, mais les sanctions extraterritoriales, qui au départ sont des sanctions anticorruption, ça a été dit et ça a été répété, ce sont également des sanctions pour fraude fiscale avant de passer à des sanctions ou à des actions antiterrorisme avec une méthode à la Al Capone, c'est-à-dire qu'on suit les flux financiers pour savoir comment sont financés le terrorisme, et ce qui pose un problème d'ailleurs aussi bien pour l'Iran que pour les pays du Moyen-Orient, sans parler d'autres pays que les États-Unis parlent d'États voyous, quand ils auront à remettre dans les circuits internationaux le shadow banking qui a été accumulé suite au trafic qu'il a pu y avoir au cours de ces conflits du Moyen-Orient. Donc ça, c'était une première remarque. Je crois qu'il faudrait poser la question quels sont ces buts de guerre qui met à mal l'indépendance des États. Alors, il y a le dollar, il ne faut pas oublier un autre aspect, c'est évidemment Bâle III qui sanctionne nos banques par rapport aux banques américaines. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, et ça a été cité à plusieurs reprises dans la première partie, dans la première table ronde, c'est la collecte de l'information. Je crois que l'importance, ce qu'il faut peut-être ajouter dans tout ce qui a été dit, c'est l'importance de la transformation numérique qui change totalement la collecte de l'information qui autrefois reposait sur des services de renseignement qui étaient avec des méthodes bien connues, mais la transformation numérique rend accessible la donnée à partir du moment où la donnée est numérisée et à partir du moment où il y a des systèmes d'information qui sont connectés. Donc, ce qui pose d'ailleurs une remarque à contrario, si vous ne voulez pas être piraté, eh bien, il faut créer un système d'information indépendant et non relié à la toile. Et donc, certaines entreprises ont adopté des systèmes intranet et Internet où l'intranet n'est absolument pas relié à l'intranet. Et là, vous avez à l'intérieur de l'entreprise une sécurité de l'information. Autre remarque, on a dit que, c'est l'expression que tu as utilisée avec un certain nombre de réserves, c'est l'or noir. Non, la data n'est pas le nouvel or noir. Non plus que, je vous rappelle que tout ce qui est data center ou tout ce qui est outils de protection comme la blockchain sont énergivores. Donc nous sommes à l'inverse des révolutions industrielles où là vous étiez dans une pénurie rappelez-vous du Club de Rome, où il y avait une limitation des réserves énergétiques qui existent dans le moment. Au contraire, la data, c'est l'explosion de la donnée. C'est ce qui va permettre, et c'est là où il faut être optimiste, ce qui va permettre la croissance économique peut-être dans des conditions que nous ne connaissons pas
aujourd'hui. En tout cas, la multiplication, la transformation numérique crée une croissance exponentielle de la data, et que souvent on parle aujourd'hui de l'impact de l'Internet des objets, qui vous indique quels sont ces milliards de données qui vont être échangées, d'où l'importance de la 5G, mais je dirais aussi l'importance des flux d'informations protégés, et notamment la question qui pourrait se poser pour l'Europe: pourquoi ne faisons-nous pas le saut technologique vers la 6G avec des faisceaux ciblés qui permettraient de mieux protéger nos données européennes? Donc, ce sur quoi je voudrais insister, c'est le rôle ou l'importance de cette transformation numérique. Et pour reprendre une autre question qui a été posée, c'est pourquoi il existe en Europe, en France, un manque de réflexion stratégique sur la protection de la donnée. Alors, tout a été dit en matière du rôle des États-Unis, des services secrets, de l'importance de celui qu'on a appelé le PECNO Clinton, qui a totalement réorienté les services de renseignement de la guerre froide vers un service de renseignement économique. Parce que aujourd'hui, la question qui peut être posée, et je ne sais pas si elle a été posée auprès de nos responsables politiques ou auprès des responsables européens: sommes-nous en guerre? Non pas en guerre terrorisme, dont on voit malheureusement tristement les attentats, les morts qui créent, mais en guerre économique. Nous avons un manque de réflexion autour de ce qui a conduit à une expression utilisée, je crois que c'est par le ministre Lelouch: assiste-t-on à une capitulation française? Assiste-t-on à une capitulation européenne dans cette guerre de la donnée qui est en train de se focaliser entre deux grands qui sont les États-Unis et la Chine, soit pour l'hégémonie de la data, soit pour la suprématie de la data? Que fait l'Europe? Où en sommes-nous en Europe? Est-ce qu'on a pris conscience que le contrôle de la donnée va influer sur le processus de décision à l'intérieur de nos entreprises, à l'intérieur de nos États, de nos gouvernements, de nos administrations? Ça, c'est donc un premier point. Capitulation française. On a cité, je crois 2 ou 3 fois, avec parfois un léger sourire, la présentation par le ministre, que je respecte, Bruno Le Maire. Mais je prends cet exemple qui est de la taxation des GAFA. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire de taxation des chiffres d'affaires? En quoi ça peut apporter, si ce n'est pour avoir quelques 600 millions ou 900 millions pour boucler notre budget dont on connaît la situation déficitaire? Alors que vous auriez pu utiliser, et je reviens à l'exemple Al Capone, c'est-à-dire la fiscalité, pour utiliser comme une arme concernant les GAFAM ou les BATX chinois, concernant leur activité, et notamment avec une espèce de bonus-malus qui permettait de suivre l'activité des GAFAM sur nos territoires, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle de la transformation numérique, c'est virtuel. Non, attendez, c'est pas virtuel. Votre téléphone, les serveurs, vous avez une première couche qui est physique, et si vous parlez d'une couche physique, elle est sur un territoire. Donc si elle est sur un territoire, il y a une souveraineté nationale qui s'impose immédiatement. Donc on aurait pu utiliser cette taxation des GAFAM pour mieux suivre, ou pour mieux s'imposer, ou pour donner des règles plus précises concernant les GAFAM et la protection de nos données. Là, c'est peut-être soit une méconnaissance, soit une décision rapide qui a été faite, en dehors d'un aspect stratégie numérique. L'autre expression qui a été utilisée, et c'est l'aboutissement de ces premières réflexions, c'est une politique de puissance. Il n'y a pas en Europe de politique de puissance. Et là, je serais, madame, aussi optimiste que vous, c'est que notre pays, la France, peut donner l'exemple. Sans une politique de puissance, nous avons, par notre passé, et puis par ce qui s'est passé en 1958-59,
alors que nous étions un pays qui était quand même malade d'une guerre, parce que nous avons connu une guerre de 30 ans. De 1939 à 1962, nous avons été constamment en guerre. Et donc ça a pesé sur notre budget, mais il y a eu en 58-59 une révision de notre stratégie souveraine de manière à pouvoir parler en tant que puissance. Ne pas oublier que le siège que nous avons eu au Conseil de sécurité a été plutôt un cadeau de Churchill, alors que Roosevelt était opposé. On a fêté récemment le 70e anniversaire du débarquement. Il y avait des billets américains qui étaient destinés à remplacer, à être utilisés sur notre territoire. Or, la monnaie est un aspect de la souveraineté d'un État. Vous avez donc une politique de puissance qui existe, qui est une tradition en France, qui s'est éthérée, je dirais, depuis 40 ans, c'est pas récemment, c'est depuis 40 ans que nous avons perdu cette idée de puissance, alors que si vous regardez les grandes avancées industrielles européennes, que ce soit le spatial, qui va jouer un rôle important dans la 6G, que ce soit Airbus, ou que ce soit le nucléaire, bien entendu, l'arme nucléaire, eh bien, nous avons traditionnellement, et notamment par rapport aux Allemands, nous avons une politique de puissance. Et donc, cette Europe qui aujourd'hui va connaître une nouvelle commission, et c'est là où il y a à nouveau une chance à saisir, une nouvelle commission qui va se mettre en place en septembre-octobre, suite aux élections européennes, eh bien, on voit bien que la commission Juncker nous a entraîné dans une espèce d'espace européen ouvert à tout vent et qui fait que nous perdons des parts de marché, et que vous avez, avec la transformation numérique, l'expression de colonisation numérique de l'Europe qui est en cours. Donc il y a possibilité de réagir, et la France peut donner l'exemple si elle arrive évidemment à dominer les questions budgétaires ou les questions de finances publiques. Mais nous avons tous les éléments pour créer cette souveraineté, d'abord pour retrouver notre souveraineté nationale, parce qu'on ne peut pas parler de souveraineté numérique et de sécurité nationale on ne peut pas parler de sécurité nationale si vous n'êtes pas souverain. Or, il n'existe pas de souveraineté européenne. Quel est le dernier recours? Quel est le dernier rempart? Si un jour où nous avons, on l'a vu d'ailleurs avec la crise de 2008, la crise financière, Bruxelles était absente. Qui a agi? C'est la France qui a agi, avec l'Angleterre. Donc nous avons à réfléchir, nous avons à reprendre notre destin. Ça a été évoqué tout au long des débats. Et la France peut être le pays qui apporte une vision indépendante, souveraine, une autonomie stratégique avec les autres pays européens. J'en suis persuadé, à condition qu'il y ait, et ça a été dit ce matin, une volonté politique. Ce n'est pas une question de... on voit bien qu'à Bruxelles, il y a eu une politique de renoncement des États membres, et ce matin, ça a été cité, il suffit de dire non. De Gaulle l'avait, avec la politique du siège vide, l'avait affirmé. Nous pouvons taper sur la table en disant à la Commission de Bruxelles, parce que ce n'est pas elle qui décide après tout, c'est le Conseil des ministres. Mais encore faut-il que le Conseil des ministres ait une volonté de s'affirmer par rapport à la Commission européenne. Et je suis persuadé que ce courage, si des politiques l'ont en France, eh bien, l'Europe suivra. Et avec un problème qui se pose au niveau de l'Allemagne, ça a été évoqué rapidement par Olivier, c'est que l'Allemagne a eu une constitution, une Grundgesetz, qui a été imposée, je vous le rappelle, par les Américains. Or, les Américains, quand on relit la Grundgesetz, c'est une constitution pacifique. C'est une constitution qui éloigne, pour des raisons historiques que vous saisissez tout de suite, qui éloigne l'Allemagne de l'idée de puissance. Et vous avez vu récemment ce qui s'était passé pour le contrat avec l'Arabie saoudite, où l'Allemagne a dit non, nous en bloc. Alors, il y a des valeurs éthiques, il y a des valeurs morales, bien entendu, qui interviennent, et c'est ce qui fait la force de l'Europe. La grande différence entre l'Europe et l'Amérique, notamment avec
cette vision un peu manichéenne qui a été évoquée tout au long des débats, c'est que l'Europe a des valeurs humanistes, droits et devoirs. Car on a parlé des droits de l'homme, mais on n'a pas beaucoup parlé des devoirs. Liberté et responsabilité. Et ça, ce sont des éléments qui permettent de créer, et les entreprises européennes se lancent, et les françaises se lancent en particulier avec ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, qui permettra d'imposer, ne serait-ce qu'aux États-Unis, et d'avoir pour le territoire européen, pour notre territoire d'abord et pour le territoire européen, parce qu'il faut qu'avant d'atteindre l'espace européen, qu'il y ait une souveraineté européenne. Elle n'existe pas. Il y a des éléments de souveraineté européenne. L'euro est un élément de souveraineté européenne, mais il n'y a pas de souveraineté européenne. Le dernier refuge d'une souveraineté, ce sont les États membres. Bien, vous arriverez à rendre l'espace européen attractif à partir du moment où vous aurez cette responsabilité sociétale des entreprises qui sera affirmée. Et le RGPD est un premier pas. Le RGPD, c'est une forme d'extraterritorialité du droit européen, sans aucun doute. Et vous aurez aujourd'hui, et je ne suis pas tout à fait d'accord sur le yoga ou la vision confucéenne des Chinois, mais à un moment donné, regardez ce qui se passe en Hong Kong. Vous avez au plus profond d'eux-mêmes un individu qui s'attache à sa liberté. Eh bien, s'il veut protéger ses données personnelles, il viendra en Europe parce qu'il sait qu'à l'inverse des États-Unis, les données personnelles, avec le RGPD, avec la défense, parce que le RGPD ne s'arrête pas aux frontières de l'Europe, c'est toute entreprise qui a des données, non pas de citoyens européens, d'habitants européens, qui à ce moment-là doit les protéger au-delà des frontières européennes. Donc, courage politique, nouvelle commission, je suis certain qu'elle prendra cette orientation, et on l'a vu que depuis 2 ou 3 ans, on commence à parler des intérêts européens, sauf que je ne sais pas si c'était une attitude opportuniste de la commission ou si vraiment derrière, il y a une conviction pour arriver à la défense de ces intérêts européens. La principale leçon des élections européennes, c'est que l'idée de l'Europe est ancrée, enfin, parmi les 27 ou 28 pays européens. Il y a quand même quelque chose qui est extraordinaire dans ces élections européennes, c'est le recul de l'abstention pour la première fois dans tous les pays européens. C'est quelque chose qui est remarquable et qu'il faut souligner parce que je pense qu'il y a une prise de conscience au niveau des Européens. Alors peut-être que le conflit Chine-États-Unis a joué un rôle dans les semaines qui ont précédé, mais il y a une prise de conscience sur l'absence de puissance européenne. C'est le moment ou jamais où on peut construire cette puissance européenne. Et je reviens à notre pays et par mes fonctions précédentes, c'est que pour cette souveraineté nationale, on a tous les outils, ça a été évoqué, ça a été cité, on a sans aucun doute tous les outils pour cela, mais il manque, oui, une volonté politique, et 2, il faut une autre organisation pour que l'organisation telle qu'elle existe aujourd'hui, avec la déclinaison SGDSN, officier de sécurité, Bercy, sécurité économique, tout cela ne marche pas. Si nous avons aujourd'hui 10% de l'industrie dans le PIB, c'est-à-dire 2 fois moins que les Allemands, moi je pose la question, qui est responsable ? Qui sont les responsables ? Qui est responsable des politiques industrielles, des politiques économiques depuis 40 ans ? Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de penser que c'était dans les années 80-90, il faut fermer les usines parce qu'on va vers une économie tertiaire. Non, attendez, pour une économie tertiaire, c'est comme l'agriculture. L'agriculture, elle n'a pas disparu. L'agriculture s'est modernisée. Elle a fait sa propre révolution agricole en même temps que la révolution industrielle. Eh bien, la révolution industrielle, transformation numérique, industrie 4.0, aujourd'hui, elle accompagne la construction d'une sécurité nationale et d'une souveraineté nationale. Merci beaucoup. Merci Diane.